Bennett a fait dans la continuité pour la vaccination, mais il a fait aussi dans la rupture, dans le sens où il a tenu bon face aux pressions par rapport au confinement et a laissé le pays ouvert durant la quatrième vague. Et je crois que ça a été apprécié par la population israélienne dans son ensemble. Et pour l'économie israélienne, ça a été une bonne décision. Yom Tov, bonjour à nouveau, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous et on va essayer d'avoir l'essentiel de votre appréciation sur les 6 mois de ce gouvernement Bennett-Lapid. Écoutez, les 6 mois de ce gouvernement, évidemment que le moment le plus important de ces 6 mois est le fait d'avoir réussi à faire passer le budget de l'État après 2 ans sans budget. Et de cela découle évidemment le reste des réussites de ce gouvernement. Qui dit budget de l'État dit projet pour la construction dans le Negev que mène par exemple la ministre Ayelet Shaked, la construction de 12 nouveaux villages juifs. Qui dit budget de l'État dit construction aussi dans le nord et notamment dans le Golan où nous avons un programme de doubler la population juive du Golan. Qui dit budget de l'État dit relèvement des minima sociaux, notamment l'allocation pour les handicapés qui a été relevé et ce qu'on appelle la Aftachat Akhnasa qui est en réalité le sorte de RMI israélien qui a été aussi relevé. Donc et de cela en découle tous les projets par exemple comme la réforme que nous menons qui est une grande réforme sur les droits de douane et les taxes, différentes taxes d'importation qui ont été donc annulées sur des centaines de produits, aussi bien des produits de cosmétiques que des produits laitiers, des produits de consommation quotidienne. Tout cela, évidemment, a pu avoir lieu grâce à ce grand vote du budget et de la loi qui est accolée au budget, ce qu'on appelle aussi Chok HaEsderim, oui. Qui est une loi qui en réalité qui concentre tous les réformes majeures économiques que le gouvernement veut mener. Alors, parmi on va dire les réalisations de ce gouvernement, il y a 2 grands dossiers. On va dire le premier c'est le dossier sanitaire, la crise de l'épidémie. Le second c'est le dossier iranien. On a le sentiment que dans chacun de ces 2 dossiers, bien Naftali Bennett veut marquer de sa gestion de sa propre empreinte, mais que toujours il a une forme de problème, certains diront de complexe par rapport à son prédécesseur Binyamin Netanyahou. Parfois il essaye de s'en démarquer et parfois finalement au bout du compte il revient à la même politique. C'est la même politique que mène Naftali Bennett en matière sanitaire, une politique rapide, de réaction rapide comme le faisait Netanyahou. C'est la même politique grosso modo que mène Naftali Bennett dans le domaine iranien. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est pas un véritable gouvernement de changement. Gouvernement de changement sur certaines choses, les choses qui marchent bien, il n'y a aucune raison de les changer. Prenons l'exemple de la vaccination. Naftali Bennett, même lorsqu'il était dans l'opposition, il avait félicité la campagne de vaccination menée à l'époque par le Premier ministre Netanyahou. Et évidemment que si Israël peut être leader mondial sous Netanyahou pour les 2 premières doses, tant mieux que sous Bennett, Israël a aussi réussi d'être leader mondial de vaccination pour la 3e dose. Et grâce à ça, nous avons pu notamment surmonter la vague de Delta, la 4e vague, sans avoir eu besoin d'avoir recours au confinement, au Séguer. Et en effet, certes, Bennett a fait dans la continuité pour la vaccination, mais il a fait aussi dans la rupture, dans le sens où il a tenu bon face aux pressions par rapport au confinement et a laissé le pays ouvert durant la 4e vague. Et je crois que ça a été apprécié par la population israélienne dans son ensemble. Évidemment, et pour l'économie israélienne, ça a été une bonne décision qui a permis que l'économie tout a pu rester ouvert et nous avons pu avancer. Sur le dossier iranien... par rapport aux États-Unis en particulier. Alors sur le dossier iranien, premièrement, il y a aussi des points de continuité. Sans publier des secrets d'État, tout le monde voit ce qui se passe en Syrie et les tentatives de l'Iran d'essayer d'utiliser la Syrie pour s'implanter aux portes d'Israël. Israël mène depuis de nombreuses années, selon des publications qui ont été publiées déjà à l'étranger, d'autres des frappes aériennes massives en Syrie. On voit bien que ces frappes ont continué sous Bennett et c'est tout à fait logique. Par rapport à l'approche avec les États-Unis, oui, il y a une continuité dans le sens où Bennett et les membres de son gouvernement, notamment Lapid, etc., n'ont pas hésité à faire comprendre aux États-Unis que les intérêts d'Israël face à l'Iran passent avant tout
et que si Israël doit attaquer l'Iran, elle attaquera l'Iran, et s'il y a un mauvais accord qui va être signé entre les États-Unis et la communauté internationale et l'Iran, Israël ne se manquera pas de le faire savoir et d'agir dans ce sens-là. Donc en ça aussi, il y a la continuité, mais je veux quand même préciser un point de rupture sur le dossier iranien, qui a été évoqué par le Premier ministre Bennett et par d'autres hauts gradés de l'armée israélienne. Il semblerait que, au niveau de la préparation de Tsahal à l'option militaire, si Netanyahou l'avait soutenu en début de son mandat dans les années 2009-2010, il semblerait que cette option ait été mise un peu de côté durant les récentes années Netanyahou, et Bennett a décidé de remettre cette option sur la table avec tout ce qui en convient au niveau budgétaire. Et là encore, on revient à la question du budget. Tsahal a reçu plusieurs milliards de rallonges budgétaires pour préparer cette option militaire. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe en Judée-Samarie. Hier, nous étions en ligne avec Dan Bismuth qui nous disait que finalement, il y a pas seulement un gel de la construction silencieux, il y a un gel de la construction bruyant, c'est-à-dire qu'on construit beaucoup du côté des Palestiniens, mais on ne construit plus du côté des Israéliens en dépit des promesses de construire des milliers d'unités de logement et on a vu l'abandon du projet d'Atarot. Est-ce que finalement aujourd'hui, dans la constellation de ce gouvernement, avec l'aile gauche, l'aile centre et l'aile droite, eh bien, Naftali Bennett a du mal à concrétiser une politique de développement des implantations Judée-Samarie? Comment il faut poser un point. Malheureusement, depuis 1967, mais encore plus ces dernières années, tous les gouvernements israéliens, de droite ou comme de gauche, comme du centre, peu importe, ou d'union nationale comme c'est le cas ici, sont soumis à des pressions internationales massives, malheureusement, en ce qui concerne la construction en Judée-Samarie et à Jérusalem. Contrairement à ce qui a été dit, Naftali Bennett a tenu bon aux pressions, notamment sur les autorisations de construction. 3300 unités de logement ont été autorisées sous Naftali Bennett en Judée-Samarie. C'est la première fois qu'il y a eu des autorisations de construction. Dont 1000 pour les Palestiniens. Non, dans les 3300, les 3300, ce sont uniquement les logements israéliens. Certes, il y a eu aussi 1000 autorisations, ou un peu moins de 1800 pour les Palestiniens, qui étaient pour une partie des programmes qui avaient déjà été autorisés par le passé, qui viennent à leur aboutissement. Plusieurs centaines d'entre elles, c'était des projets depuis 2019. Mais la construction en Judée-Samarie n'est pas gelée. Certes, est soumise à des pressions énormes de l'administration américaine, mais Bennett a tenu bon, et je suis bien placé pour en parler puisque ce jour-là, j'étais dans son bureau lorsque le coup de fil, le téléphone de la Maison-Blanche a sonné pour faire les pressions au niveau des constructions en Judée-Samarie. Par rapport au plan d'Atarot à Jérusalem, là encore, ce n'est pas exact de dire qu'il a été abandonné. Il a pour l'instant été repoussé de quelques mois, alors qu'il y avait une demande, là aussi, de l'administration américaine, que le gouvernement israélien fasse échouer totalement ce plan. Là encore, Naftali Bennett, on sait qu'il y a même on a entendu que le secrétaire d'État américain a évoqué dans une conversation très difficile ce projet spécifiquement, et a demandé à ce que le gouvernement retire ce projet à l'ordre du jour. Le projet n'a pas été retiré de la commission à Jérusalem à l'ordre du jour. Certes, il y a une question là-bas d'écologie qui doit être étudiée, donc c'est repoussé de quelques mois. Pour des raisons apparemment qui sont internes au plan d'urbanisme de Jérusalem, et il n'y a pas eu en tout cas de décision gouvernementale ni de geler Atarot ni de geler les constructions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pressions internationales. Alors, pour revenir au bilan, 6 mois de gouvernement Bennett-Lapid, et on voit que finalement au niveau des sondages, eh bien, la cote de popularité de Naftali Bennett n'augmente pas véritablement, qu'il n'arrive pas encore pour l'instant en tout cas à s'imposer en matière de leadership comme un Premier ministre, et l'opinion publique, en tout cas les sondages disent que Benjamin Netanyahou reste toujours le Premier ministre le plus populaire, même s'il n'est pas au gouvernement. C'est lui qui est le plus apte en tout cas à être Premier ministre. Ce n'est pas préoccupant de votre part, pour votre part? Non, pas du tout. Premièrement, il faut revoir les sondages. Les sondages qui sont publiés au niveau des mandats sont plus ou moins les mêmes que de l'actuel Knesset, c'est-à-dire que Netanyahou n'a pas de gouvernement actuellement, y compris dans les sondages. Il ne réunit pas les 61 mandats, même si le Likoud est passé de 30 à 34 mandats. C'est pas tout à fait exact, Yom Tov, parce que si Yamina rejoignait le gouvernement, alors il aurait une majorité. Là. C'est-à-dire, pour l'instant, il a 57, mais si Yamina avait rejoint, eh bien là, il aurait la majorité. On voit que l'aile droite progresse.
vous regardez un sondage, certes, il y a un sondage où, y compris avec Yamina, mais connaissant Netanyahou, qui a déjà laissé Yamina dans l'opposition, ou qui fera campagne pour faire tomber Yamina sous le seuil d'éligibilité, comme il avait fait en 2019. Donc ça aussi, il faut prendre avec mais la plupart des sondages qui ont été publiés, il n'y a pas d'option alternative. Maintenant, il faut prendre une autre donnée qui a été publiée sur la 12e chaîne, ce qu'on appelle la Atama les Reshut Mimshala, c'est-à-dire le fait que la capacité de Bennett à l'aptitude d'être Premier ministre est passée de 9% en juillet pour Naftali Bennett à 25% début décembre. Okay, c'est-à-dire qu'il a presque triplé à ce niveau-là. Donc il y a une tendance positive au niveau de la capacité, comment le public perçoit Naftali Bennett comme Premier ministre. Et je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Rappelons que Netanyahou était Premier ministre 12 ans, voire même 15 ans en rajoutant son premier mandat de 96. C'est évidemment nullement comparable avec un Premier ministre, un jeune Premier ministre qui vient de rentrer en fonction il y a quelques mois. Eh bien, Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de dresser un bilan rapide, même sur le gouvernement de Naftali Bennett qui a fêté, on va dire, ses 6 mois d'existence. On aura bien entendu l'occasion de débattre avec vous d'autres dossiers importants à l'ordre du jour de ce gouvernement par la suite. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.